Merci. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Booster le projet de ma collectivité via des fonds privés. C'est un premier webinaire de lancement, un premier webinaire pour avoir une culture un peu générale sur ce qu'est un fonds privé et comment l'utiliser quand on est une collectivité. Donc, webinaire avec deux objectifs concrets. Le premier, c'est acquérir les connaissances sur les dispositifs de financement privé, c'est-à-dire quelle typologie de dispositifs privés, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de chacun. Et puis, un deuxième objectif aujourd'hui, c'est de comprendre les schémas de partenariat public-privé dans le financement de projet. Et là, on est plutôt sur quel intérêt d'avoir des financements privés dans son plan de financement pour le projet, quel financement qui est le plus adapté pour mon projet et quel type de coopération on peut engager et quel intérêt d'engager des coopérations publiques-privées pour son projet. Donc, comme je le disais, on est vraiment sur un webinaire de premier niveau, un webinaire très généraliste. Je ne vais pas forcément vous annoncer des dispositifs financiers vis-à-vis de certains financeurs, ni vous orienter vers ces financeurs-là. C'est plutôt pour rentrer sur de la culture de financement privé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un fonds de dotation, comment on le met en place, qu'est-ce que le financement participatif, qu'est-ce que le mécénat, et vous donner quelques actions et exemples concrets sur ces sujets-là. Donc voilà, vraiment un premier webinaire de premier niveau sur cette séance. Donc, concernant un peu qui on est et pourquoi on fait ce webinaire, donc nous sommes Maceo. Maceo est une association qui accompagne les acteurs publics et privés pour un développement économique durable des territoires et en appui à l'émergence de projets innovants. On est une association, comme je dis, donc des acteurs publics et privés. Donc, nous avons des adhérents des deux secteurs d'activité. On est membre de divers réseaux thématiques en vue de nos compétences et puis on agit notamment sur 4 thématiques aujourd'hui, qui est l'économie circulaire, l'ingénierie financière, l'événementiel en faveur de l'attractivité des territoires et enfin tout ce qui peut être nouveaux modes de travail, notamment en lien par exemple avec les tiers-lieux, etc. On est basé à Clermont-Ferrand et nos missions principales et nos domaines d'activité sont au nombre de 3, c'est-à-dire en termes d'association, nous avons bien sûr des missions d'intérêt général. On agit particulièrement dans le Massif central, comme vous pouvez le voir sur la petite carte ici. On a une contribution aux programmes nationaux puisqu'on est partenaire de la NCT et c'est dans ce cadre-là notamment qu'on fait ce webinaire sur les financements dans le cadre notamment de Petites Villes de demain où on agit nationalement. Et puis enfin, nous exécutons des prestations de services pour l'accompagnement des porteurs de projets sur les 4 expertises que vous voyez ici. Pour aller plus loin et faire un petit focus notamment sur le programme Petites Villes de demain, on a exactement 3 modalités d'intervention pour accompagner les territoires lauréats. On a une première modalité qui fait plutôt sens sur la sensibilisation des acteurs publics et privés de votre territoire. Donc là, ça passe par des séances de webinaire comme on a aujourd'hui. On a une modalité d'accompagnement qui est plutôt en faveur de la montée en compétences des acteurs du territoire pour vous approprier ces nouvelles thématiques. C'est plutôt dans une dynamique collective, multipartenariale, et c'est des ateliers qui sont sur place en présentiel et plutôt des ateliers donc participatifs de montée en compétences et d'appropriation également. Et puis enfin, on a une troisième modalité d'intervention où là, on va vous faire bénéficier d'un accompagnement technique et individuel qui est pris en charge par l'ANCT pour vous accompagner sur votre projet de Petite Ville de demain. On agit sur les 3 thématiques qui sont à l'écran. L'économie circulaire, comment l'intégrer comme une réelle stratégie de développement économique du territoire en lien pourquoi pas avec les centres-villes, les centres-bourgs, etc. Comprendre et mobiliser des financements privés qui vont faire effet levier sur les financements de votre projet et donc concrétiser votre projet par la suite et développer un réseau aussi de partenaires financeurs. Et puis enfin, développer des offres sur les nouveaux modes de travail comme nouveaux facteurs d'attractivité de votre territoire. Et là, vous avez la chance d'avoir avec nous notamment Valérie Redon qui est à la régie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter et qui pourra vous appuyer aussi sur cette thématique-là. Bien sûr, pour Petite Ville de demain, comme vous voyez, on a 3 chefs de projet qui sont dédiés. Donc Véronique Guiraud, qui a une spécialité en économie circulaire, Valérie Renon, que j'ai présentée tout à l'heure, et puis moi-même, qui est à la fois sur l'écologie industrielle et territoriale et les financements privés.
Et vous? Alors aujourd'hui, on a 160 inscrits et on a une bonne représentativité des participants à ce webinaire avec en force Alors majeure pour, la région de toute façon, pour Auvergne-Rhône-Alpes. l'OPA, Mais tu as nous le pouvons revenu en voir gros qu'on a l'ensemble des participants assez faible qui est à l'ANA. bah, qui Et est, après, c'est Inari qui est qui en fait présent issu des revenus. aujourd'hui. Tu vois, j'en ai plus. Juste Après, j'en ai plus. demander Donc, de c'est couper bien. le micro de la Moi, je personne donne plus que ça aux gens, qui est finalement. en discussion parce que j'ai l'impression d'avoir une double tonalité et T'as je vu? Là, n'arrive t'as le vide. pas à me... Bah non, Valérie, si tu peux elle a couper le le droit aux micro, aides d'Inari si elle est au-dessus de la ce région. serait super. Et elle a le droit forcément. Ouais, c'est bon. Donc, pour continuer et rentrer dans le vif du sujet, la nature des financements privés, de quoi on parle, quelle est la cartographie, le champ des dispositifs financiers et des typologies de financement qu'il y a sur votre territoire ou qu'il peut y avoir à disposition pour vos projets. Donc, comme vous le savez, on a deux catégories de financement, à la fois des financements publics, c'est-à-dire qui sont issus du droit public financier, des financements qui se caractérisent notamment par des subventions ou des aides qui sont accordées pour soutenir les projets ou une structure selon des critères qui sont vraiment définis au préalable. Et c'est là où on fait des demandes de subvention, on commande des dossiers de subvention, etc. Et deuxième secteur de financement, les financements dits privés. Donc là, ça recouvre l'ensemble des activités de gestion financière des particuliers et des entreprises. Et le financement de projets par des fonds privés prend diverses formes, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on a différentes modalités qui ne sont pas forcément définies au préalable quand on fait appel à ces typologies de financement. Donc, comme vous le voyez bien, on a bien deux natures de financement avec deux typologies distinctes, à la fois les financements publics, et comme je le disais, là, ça peut être des financements Europe, région, État, département, agglomération, etc. Et puis des financements privés, où là, on a un panel de typologies de financement que l'on peut avoir, qui peuvent être de l'ordre des fondations, du mécénat, du prêt, des financements participatifs, de la bourse, des monnaies locales, de l'investissement, ou bien encore de la crypto-monnaie. Donc, on a fait un constat ces dernières années, c'est qu'on assiste à une baisse des subventions publiques allouées au projet, quel que soit le porteur de projet, quelle que soit la thématique projet, quel que soit le secteur géographique. Aujourd'hui, on a des ressources financières du secteur public qui sont en baisse. C'est ce que l'on peut voir notamment sur les graphiques que vous pouvez voir qui ont été engagés par France Active, la CPCA et la Gazette des communes. Donc, je vous ai mis le lien si vous voulez aller plus loin. Mais il y a un constat, c'est que ces dernières années, on voit que l'allocation de subventions publiques est en baisse, et notamment une baisse qui est aux alentours de 20%. Ce constat a des conséquences, bien sûr, sur les projets. C'est-à-dire que des projets et des porteurs de projets ont pour objectif, eux, de faire vivre les territoires dans divers domaines d'intervention, quelle que soit la thématique, quel que soit le secteur géographique, quel que soit le porteur. Et ces projets sont à la fois, puisqu'ils ne sont pas soutenus totalement par le secteur public, sont à la fois freinés. Les dynamiques de développement territorial sont aussi freinées au vu de cette baisse significative des subventions publiques, avec quand même deux objectifs communs, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Les acteurs publics sont là pour rendre service à la population, rendre accès à la santé, à l'éducation, à la sécurité, à la culture, etc. Et le secteur privé, eux, leurs principaux objectifs, c'est de maintenir l'attache au territoire, c'est-à-dire la ressource humaine, maintenir bien sûr la sécurité, le bien-être de l'individu, l'implication des individus, des citoyens sur le territoire, etc. Donc on voit finalement qu'il y a un rapprochement des objectifs sur ces territoires-là, qui est de développer et de faire vivre les territoires. Et donc, même si on a des modalités différentes, des enjeux différents, un même objectif se fait sentir, et la baisse de subventions publiques donc, a tout de suite une conséquence sur cet objectif-là et puis sur les projets par la suite. Et on voit donc que finalement, si on est sur deux secteurs très différents, eh ben, le financement public et le financement privé sont complémentaires.
Sur un territoire, tout le monde est responsable, c'est pour ça que j'ai mis cette notion de responsabilité. Tout le monde est responsable, du devenir de son territoire, de ce que l'on veut pour notre avenir et pour aussi, l'avenir de nos descendants et de nos territoires. Donc ces financements doivent être complémentaires, c'est-à-dire qu'on doit arriver à les unir pour pouvoir, mieux redistribuer ces richesses-là, ces ressources-là et travailler en coordination et en coopération pour pouvoir faire vivre ces territoires-là. On est donc sur une typologie où les financements sont disponibles en fonction du secteur géographique, en fonction de différents domaines d'intervention. Donc, on parle de thématiques dans lesquelles le projet peut se construire. Mais la notion essentielle, c'est les notions essentielles, je devrais dire même, ce sont vraiment la complémentarité et la responsabilité de chacun pour avancer et pour développer ces territoires-là. Et là, on arrive sur la troisième phase, une troisième phase qui est dans laquelle on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de financement privé. Oui, mais qui sont-ils? Que font-ils? Et pour quels projets nous pouvons en faire appel? Alors, concernant la nature des financements privés, on a deux typologies aussi de financement privé. On a la finance du secteur privé qui est dite plutôt classique, dans lequel on va trouver notamment les organismes de mécénat, la prise de capital, les prêts, le financement participatif. Et on a des finances du secteur privé qui est dite plutôt parallèle. Et là, on peut penser tout de suite à la crypto-monnaie, la monnaie locale et la monnaie sociale, qui sont des exemples de finances parallèles aujourd'hui. Pour financer un projet de collectivité, on va plutôt se concentrer sur la finance du secteur privé classique aujourd'hui, en se penchant plus en profondeur sur ces 4 typologies de financement que vous voyez là. Les financements du secteur parallèle pourraient faire l'objet d'un autre webinaire si cela vous intéresse pour qu'on rentre plus sur le sujet de la crypto-monnaie, de la monnaie locale, etc. Donc, concernant la finance du secteur classique dit privé, on va commencer par les acteurs du mécénat et les organismes de mécénat. Donc, il faut savoir que le mécénat est aujourd'hui un dispositif qui permet à une personnalité morale ou physique de verser un don à un organisme sous forme d'aide financière ou matérielle pour soutenir une œuvre d'intérêt général. Je reviendrai sur cette notion parce qu'elle est capitale dans le financement via du mécénat parce qu'elle régit tout un code à la fois juridique, un code financier autour de la notion d'intérêt général. Et les organismes de mécénat peuvent aussi contribuer à diverses formes de soutien de projets que vous pouvez voir notamment sur la carte. Donc là, par exemple, vous avez une cartographie qui a été mise en place par la Fondation de France sur les fondations abritées par la Fondation de France. Et vous pouvez voir notamment que vous avez différentes thématiques soutenues avec différentes fondations qui sont mis en exergue sur cette cartographie-là. Et il existe aussi diverses formes de mécénat. Et là, j'y reviendrai aussi tout à l'heure plus en profondeur pour qu'on puisse bien distinguer sur quelle typologie de mécénat on peut aller et sur quelle typologie de fondation nous pouvons aller également dans ce schéma-là. Un deuxième financement du secteur privé classique, les financements participatifs qui sont assez connus maintenant, qui sont assez dans le champ. Donc là, vous voyez par exemple une cartographie de la Fédération de finance, du financement participatif. Et comme vous pouvez le voir, il existe une quantité de financement, de plateformes de financement participatif en France. Les financements participatifs ou crowdfunding, c'est le fait d'avoir un don avec ou sans contrepartie, ou un prêt participatif ou un investissement participatif, c'est-à-dire un échange de fonds entre individus afin de financer un projet via une plateforme en ligne. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. C'est plutôt dédié au financement citoyen, voire à des financements d'entrepreneurs qui investissent via de l'investissement participatif. Mais on est sur quelque chose voilà, de don sans forcément avoir cette notion d'intérêt général dont je vous parlais dans l'organisme mécénat et dont on étalera un peu plus de détails par la suite.
Je continue sur la finance classique. Deux autres formes, les prêts et la prise en capital. Donc là aussi, vous avez une cartographie des banques qui existent au niveau national avec leurs diverses actions et leurs diverses typologies de financement. Donc les prêts que l'on connaît, hein, puisque c'est exactement pareil que si on allait avoir un prêt pour se financer une voiture, une maison, etc. C'est l'action d'allouer, bien sûr, à quelqu'un ou à un organisme une somme d'argent en échange d'intérêts. C'est une avance qui est faite, mais dans lequel la personne qui a reçu cet argent est redevable et doit rembourser une somme avec des intérêts en plus. Il existe différentes formes de prêts, le prêt participatif, les prêts d'honneur, les prêts classiques, les crédits bail, les prêts bancaires, les prêts solidaires, etc. Une deuxième forme, c'est la prise en capital. Alors là, sur la prise en capital, on est plus sur un appel à des investisseurs extérieurs. Donc, on est plus dans le monde des acteurs économiques pour financer un capital sur ces projets. Et là, on peut faire appel à différentes formes de capital, de prise en capital, le capital risque, le capital développement, le capital investissement, la love money, l'amorçage, etc., etc. Là aussi, il existe diverses formes. C'est notamment soutenu par des banques ou d'autres structures qui sont dédiées vraiment à l'investissement pur et dur sur ce sujet-là. Donc voilà un peu le panorama des financements dits classiques. On va rentrer dans le détail du sujet par rapport à ces 4 typologies que je vous ai montrées. Donc déjà, sur chaque dispositif qui alloue les fonds privés, pour les organismes de mécénat, ce sont souvent des personnes morales ou physiques qui détiennent une fondation ou qui sont mécènes auprès d'une œuvre caritative. On le voit notamment beaucoup dans la protection du patrimoine, etc. Sur le prêt, c'est souvent des banques ou des organismes dédiés au prêt. Sur le financement participatif, on aura plutôt des particuliers qui vont abonder les fonds. Et enfin, sur la prise en capital, ce sont plutôt des entreprises ou des particuliers qui vont investir sur des projets. Sur chaque typologie, pour qui? Alors là, les organismes de mécénat, c'est uniquement pour des œuvres d'intérêt général. Le prêt est accessible pour tous, comme le financement participatif, et la prise en capital est plutôt destinée à des entreprises. Donc, concerne beaucoup moins les collectivités sur ce champ-là. Alors, comment ces fonds peuvent être alloués? Là aussi, on a diverses formes. Donc, sur les organismes de mécénat, c'est soit via des appels à projets, soit via des bourses, des prix ou des aides totalement privées de mécènes sur ce volet-là. Concernant les prêts, c'est via un accord de prêt avec un organisme dédié. Donc là, c'est tous les accords et les conventions qu'on peut avoir avec des banques et notamment ces demandes de prêt. Sur les financements participatifs, pardon, alors là, les financements participatifs, les fonds sont perceptibles via des plateformes numériques, hein, c'est la démarche la plus, enfin, des financements participatifs. Et enfin, sur la prise en capital, c'est via des plateformes numériques. Ça peut se faire entre pairs aussi ou via des organismes dédiés. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces 4 typologies de financement aujourd'hui? Les avantages, c'est que pour les organismes de mécénat, on agit en cohérence avec les stratégies territoriales et nationales. Hein, ça s'engage vraiment dans cette dynamique-là. Et on renforce aussi les liens et le réseau avec divers acteurs qui font partie de ces organismes de mécénat. Donc, c'est vraiment l'avantage de faire appel à ces organismes de mécénat. Petit point de faiblesse, c'est sur les montants associés. Donc, c'est-à-dire que les montants peuvent aller de 1 000 euros comme peuvent aller de 100 000 euros. Tout dépend de l'organisme auquel on fait appel. Et ce sont des actions ponctuelles. Soit c'est une action ponctuelle avec un one-shot, c'est-à-dire qu'on va avoir la somme tout de suite de la part d'une fondation ou d'un mécène. Soit ça peut être mis en place avec des conventions de partenariat entre le mécène ou la fondation et le porteur de projet. Et là, on peut aller sur des conventions de partenariat sur 3 ans avec des objectifs à atteindre. Mais on n'ira pas au-delà. C'est vraiment un travail de partenariat qui est à mettre en œuvre. Sur le prêt, on est plutôt sur une somme qui est allouée rapidement, c'est-à-dire que si on est éligible au prêt, eh ben, la somme, on peut l'avoir très rapidement et pouvoir continuer notre projet et faire appel à d'autres fonds, notamment des fonds publics sur ce sujet-là. Attention, il faut quand même répondre à ces critères d'éligibilité. L'inconvénient des prêts, c'est qu'on est redevable et qu'on a en plus de ça des taux d'intérêt qui peuvent être parfois élevés pour financer ceci. Donc, c'est vraiment à prendre en charge dans
le coût total du projet et dans sa maquette financière du projet pour qu'il y ait concrétisation des actions sur votre territoire ou sur votre structure. Concernant le financement participatif, là aussi, on est plutôt, et c'est l'avantage principal, c'est des démarches très simples. On permet aussi de fédérer plusieurs parties prenantes autour du projet, de créer une réelle communauté autour du projet. Et puis, le financement participatif sert en quelque sorte d'étude de marché, puisqu'on voit tout de suite si le projet intéresse, s'il y a des acteurs qui vont vraiment se pencher sur le projet et les actions qui vont être mises en œuvre, ou au contraire, si on a un dégagement et si on n'arrive pas à atteindre la somme, ça peut être très révélateur du besoin et des opportunités d'offres et de la demande sur votre territoire. Donc, c'est un réel levier pour le projet. Des inconvénients quand même, c'est qu'il faut regarder absolument la commission qui est prise par ces plateformes de financement participatif. On peut aller sur des commissions de 5% à 15%. Donc, ça a un réel impact sur le financement projet et c'est quelque chose à prendre en compte bien en amont dans sa maquette financière. C'est le risque d'image, c'est-à-dire que là, vous allez vendre un projet, on est dans une campagne de communication via les financements participatifs. Donc, on met aussi en avant une image et c'est le risque de valoriser le projet, soit d'avoir une image néfaste par la suite qui pourrait nuire au projet. C'est un risque aussi de propriété du projet, c'est-à-dire que si vous mettez en évidence votre projet et si vous le partagez, bah oui, vous pouvez avoir un autre acteur qui est sur votre territoire qui vous pique votre projet, votre idée et qui va aussi le vendre à sa manière. Et donc, ce sont aussi des démarches de communication qui peuvent être très longues, très chronophages et c'est un temps qui n'est pas à négliger pour animer une campagne de financement participatif. Donc, ça peut être les petits inconvénients par rapport à cette typologie de financement. Enfin, sur la prise en capital, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ça concerne moins les collectivités et aujourd'hui, on est plutôt dédié sur le secteur collectivité pour le financement privé. L'avantage, c'est qu'on travaille entre pairs, c'est une ouverture sur un réseau qui est indéniable et une viabilité du projet qui est vraiment mise en avant. Petit point négatif, c'est que ça reste encore des milieux fermés avec des clubs plutôt d'investisseurs, beaucoup de réseaux, de liens, de bouche à oreille et il n'y a pas forcément cette implication territoriale qui est mise en avant sur ce sujet-là. Donc, voilà un peu un état des lieux sur ces financements dits classiques, ces financements privés classiques, pour qui, comment, quels sont les avantages et les inconvénients. Je voulais vous partager notamment un petit exemple sur le financement participatif, un exemple concret. Il faut savoir qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui et une réelle prise de conscience sur le financement citoyen. Je vous partage notamment une étude de Willy's qui dit que justement, on a 83% des Français qui sont prêts à prêter à leur collectivité pour avoir des projets concrets mis en œuvre sur ce territoire-là. Et 22% d'entre eux souhaiteraient prêter plus de 1 000 euros. Donc, c'est vraiment une aubaine pour une collectivité, hein. On a notamment 3 secteurs qui sont privilégiés. Un, la santé, ce qui n'est pas très étonnant au vu des années qu'on vient de passer. Le deuxième, c'est la transition écologique qui est de plus en plus dans le mouvement, qui est porteuse de sens aussi sur les territoires. Et puis le troisième, c'est l'accès à l'éducation pour tous, qui sont vraiment des domaines plébiscités aujourd'hui par les Français et qui seraient prêts à investir et à aider ces collectivités qui s'engageraient sur ces 3 thématiques-là. Un exemple de projet de financement participatif, ça a été notamment la création d'un skatepark pour une collectivité. Donc, c'est un projet qui se voulait à la fois avec un accès au sport pour tous, un accès à des pratiques et à la cohésion de la jeunesse, et puis avec une dimension assez urbaine et paysagère avec une véritable mise en avant d'une scénographie lumineuse pour ce skatepark. Donc, l'objectif du projet, c'était de cette collectivité qui est en Bretagne, c'était de rendre accessible la pratique sportive pour tous, de bénéficier d'un lieu de vie sur le territoire, de bénéficier d'aménagements agréables et accessibles par tous, et puis d'un espace qui est ouvert et complètement dédié à d'autres activités comme des activités culturelles avec un accès à l'éducation et puis à la médiathèque de la commune. Les ressources pour ce projet, bien sûr, des fonds publics, mais aussi pour faire effet levier, une réelle mise en place d'une campagne de financement participatif avec
contrepartie, c'est-à-dire que les donateurs qui versaient au moins 5 euros avaient un carton d'invitation, par exemple pour l'inauguration du skatepark ou des initiations au skateboard ou le nom du donateur qui était gravé sur la plaque des donateurs qui a été mise en place sur le skateboard. Donc, vraiment une campagne qui a été mise en place. Le budget total était de 180 000 euros pour pouvoir construire ce skatepark-là. Et le budget demandé dans le cadre du financement participatif était de 3 500 euros. Et c'est un budget qui a été acquis par la collectivité qui a pu mettre en œuvre justement ce projet de skatepark que vous voyez ici et qui a pu aussi se concrétiser et apporter une certaine dynamique territoriale. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'une collectivité qui a fait appel au financement participatif et notamment à ses habitants, aux citoyens, pour soutenir son projet et pour répondre aux objectifs du projet qui ont été énoncés ici. Donc voilà un exemple de financement participatif. Ce que je voulais aussi faire vous présenter aujourd'hui au cours de cette séance, c'est un petit focus sur les organismes de mécénat parce que c'est une réelle opportunité pour les collectivités de se faire financer via ces organismes-là. Et donc, je voulais approcher avec vous ces notions-là. Et pour parler d'organismes de mécénat, on est obligé de parler de deux notions. La première, c'est l'utilité publique. Et qu'est-ce que l'utilité publique? C'est d'avoir des projets en faveur de l'intérêt général. En termes de collectivité, il n'y a pas trop de mystère de ce côté-là. D'avoir une influence et un rayonnement suffisant et dépassant, en tout état de cause, le cadre local. Donc, c'est vraiment avec avoir cette vocation à rayonner sur d'autres territoires ou d'autres thématiques, etc. Et puis, des statuts qui apportent des garanties quant à la cohérence des buts et des moyens de la structure. Vraiment, voilà, agir en faveur de l'utilité publique. Et cette deuxième notion qui est vraiment capitale, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ne pas avoir d'activité lucrative, c'est-à-dire que la structure porteuse et qui va demander des fonds à un organisme de mécénat ne doit pas se faire de bénéfices. Et certaines missions de la structure peuvent avoir un but lucratif, mais le projet, lui, ne doit pas avoir d'activité lucrative. Ça, c'est essentiel pour être d'intérêt général. La deuxième notion capitale, c'est avoir une gestion désintéressée, c'est-à-dire que les missions du projet sont gérées et administrées bénévolement par des personnes n'ayant aucun bénéfice direct ou indirect sur les résultats, avec un respect des règles de transparence, notamment. Et en cas de dissolution, de la structure qui est porteuse du projet, les fonds perçus doivent être entièrement redistribués pour une œuvre également d'intérêt général. Donc, on est totalement dans une gestion désintéressée du projet. Et enfin, le projet ne doit pas et les sommes dédiées ne doivent pas être et concerner un cercle restreint de personnes. Elles doivent être multi-acteurs. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vraiment dédier le projet à un groupe social spécifique, mais à plusieurs cibles pour pouvoir répondre à cette notion d'intérêt général. L'avantage d'être d'intérêt général, c'est que pour tout don, il y a des fiscalisations par la suite pour le donateur. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans le code de défiscalisation au titre des articles 200 et 238. C'est-à-dire que quand un particulier va faire un don pour un organisme et pour un projet d'intérêt général, il pourra défiscaliser sa somme à hauteur de 66% et pour les entreprises, c'est à hauteur de 60%. Donc, c'est une réelle plus-value pour les donateurs de ce côté-là, puisque ça permet une réelle défiscalisation par la suite et tout en ayant un impact sur son territoire. Les domaines d'intervention de l'intérêt général sont les suivants également. On a les secteurs que vous voyez ici à l'écran, c'est-à-dire que pour des projets d'intérêt général, il faut faire appel bien sûr à la philanthropie, à l'éducation, aux sciences sociales, à l'humanitaire, au sport, à la famille, à la culture, au patrimoine, à l'environnement, et tout ce qui est diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques. Donc voilà les grands critères de l'intérêt général et sur lequel on doit se pencher le projet pour qu'il soit considéré d'intérêt général par la suite. Alors, en termes d'intérêt général, on parle beaucoup et en termes d'organismes de mécénat, on parle beaucoup notamment de fondations. Les fondations sont là aussi pour appuyer les collectivités. C'est pas forcément, on pense beaucoup au financement participatif, on peut penser aux prêts pour une commune quand elle veut financer un projet. On ne pense pas forcément à faire appel tout de suite à des fondations. Et donc, dans le schéma des fondations, il existe deux typologies de fondations. On a les statuts
dit généraliste. Donc là, on va faire appel à des fondations reconnues d'utilité publique, comme par exemple la Fondation Nicolas Hulot. Des fondations abritées. Donc là, c'est des fondations qui sont abritées en général par la Fondation de France, où là, on va avoir des fondations d'entreprise, mais pas que. Bien sûr, les fondations d'entreprise, toutes entreprises, des grands groupes sociaux comme Engie, Michelin, etc., ont des fondations pour soutenir des œuvres bien spécifiques. Et puis, on a les fonds de dotation qui peuvent être créés par tous, mais qui peuvent être aussi utilisés pour les projets et on peut faire appel à ces fonds de dotation. On a des statuts sectoriels, donc là, on est plutôt sur des typologies bien spécifiques, c'est-à-dire que là, on fait appel à des fondations universitaires, de coopération scientifique, partenariale ou hospitalière. Donc là, on est vraiment dédié à des secteurs spécifiques et ces fonds ne sont pas forcément dédiés pour des collectivités. Là où je vais appuyer aujourd'hui un peu plus mon discours, c'est sur ces statuts de fondations généralistes, puisqu'elles peuvent contribuer vraiment au financement de projets des collectivités. Et ça peut être une réelle opportunité. Donc, pour vous faire bref, je ne vais pas tout vous lire, ni tous les articles, ni ce qu'il en suit. Je vais juste faire un panorama sur ces 4 typologies de fondations généralistes. Donc, concernant la fondation d'utilité publique, c'est une affectation d'un patrimoine en vue de réaliser une œuvre d'intérêt général dédiée aux personnalités morales, donc à des collectivités, mais aussi à des associations, etc. Sur les fonds de dotation, ça peut être des personnalités morales, mais ça peut être plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé qui peuvent abonder ce fonds-là. Les fondations d'entreprise, ce sont portées par des personnalités morales. Ce sont une entreprise ou un groupement d'entreprises qui les régit. Et puis enfin, sur les dernières fondations, les fondations abritées, il y a une absence de personnalité morale. C'est souvent c'est souvent dirigé par des fondations abritantes, comme par exemple les fondations de France ou la Fondation du patrimoine, etc. On peut avoir diverses typologies de créateurs. Dans tous les cas, ce sont souvent des personnalités morales qui sont à l'origine de ces fondations et de la création de ces fondations-là. Petite note, c'est que tout le monde peut créer un fonds de dotation aujourd'hui dans le champ des organismes de mécénat. Chacune est à but non lucratif et chacune dispose de fonds qui peuvent être illimités ou non, ça dépend des statuts, et qui peuvent être temporaires ou renouvelables selon les conditions qui ont été fixées dès le départ. Concernant les domaines d'intervention, vous avez bien sûr tous les domaines d'intervention de l'intérêt général que j'ai exposés tout à l'heure. Et en termes de procédures, chacune a des procédures bien spécifiques, plus ou moins lourdes. Il faut savoir que quand on crée, par exemple, une fondation d'utilité publique, c'est quelque chose de très lourd à mettre en place. A contrario, un fonds de dotation, ça revient à créer une association. On est sur les mêmes schémas, donc beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple en termes de création et de gestion. En termes de donations, les donations pour les fondations d'utilité publique sont obligatoires, avec des versements qui sont échelonnés sur 10 ans maximum et avec un montant minimum de 1,5 million d'euros. Donc, on est sur des gros projets de ce côté-là. Sur les fonds de dotation, on a une dotation initiale en numéraire qui est obligatoire, qui est de 15 000 euros et qui peuvent être étalés sur plusieurs années. Sur les fondations d'entreprise, c'est un financement moyen d'un programme d'action qui est pluriannuel, c'est-à-dire que chaque entreprise doit avoir son programme d'action en termes de mécénat. Et on doit aller aux alentours des projets, aux alentours de 150 000 euros tous les 5 ans. Voilà, c'est le cadre juridique qui est imposé pour les entreprises. Donc, tous les 5 ans, on a de retour une convention et une programmation qui est faite. Donc, au bout de 5 ans, une entreprise qui soutenait, par exemple, l'éducation peut très bien dire, eh ben, sur les 5 ans à venir, je vais me consacrer à l'environnement. Donc, il y a un roulement qui est fait et là, il faut être plutôt vigilant. Et sur les dernières typologies de fondations, là, on est plutôt sur un cahier des charges en fonction de la fondation abritante. C'est-à-dire, par exemple, une fondation qui est abritée par la Fondation de France doit respecter les critères de la Fondation de France pour allouer des fonds. Donc là, c'est aussi une procédure qui peut être assez lourde et qui doit correspondre à la fondation abritante. Un petit focus sur la différence entre fondation et fonds de dotation parce qu'elle y est.
Alors, la fondation, c'est quelqu'un qui met en capital privé en commun pour une cause d'intérêt général. Et ce capital-là, donc les fonds, doit être entièrement dépensé dans un temps défini. Ça, c'est la règle juridique capitale pour une fondation. À l'inverse, le fonds de dotation, c'est un patrimoine mis en commun en vue de sa capitalisation, c'est-à-dire que les fonds et les revenus qui ont été accumulés sont utilisés pour servir une cause d'intérêt général. Donc voilà la grande différence entre les deux typologies. Si on va un peu plus loin entre ces deux typologies, on a la fondation, entre la fondation et le fonds de dotation. C'est que les fondations inspirent souvent confiance parce qu'on est la fondation d'entreprise X, on est la fondation pour soutenir telle œuvre. Donc, par exemple, les fondations du patrimoine qui, elles, inspirent vraiment confiance sur ce côté-là. Les fonds de dotation sont un peu moins connus et puis ils n'ont pas le droit d'utiliser le terme de fondation, donc ça inspire beaucoup moins confiance. Les fondations permettent un maximum d'efficacité et de moyens financiers. Ce qui est vrai, il y a beaucoup plus de moyens financiers sur les fondations et de sommes qui peuvent être allouées, alors que le fonds de dotation, c'est quelque chose qui doit se mettre en route. Tout le monde peut en créer un. Vous, collectivité, vous pouvez très bien créer votre propre fonds de dotation pour financer vos projets de collectivité. Mais par contre, c'est une machine en route qui est plutôt longue à mettre en œuvre et c'est un temps qui n'est pas négligeable. Sur les domaines d'intervention, vous pouvez faire appel à n'importe quel domaine d'intervention des deux côtés. Vous pouvez financer des projets de proximité des deux côtés. Et puis, vous pouvez avoir plusieurs formes d'accompagnement, que ce soit financier, d'appui méthodologique, d'expertise, de publication, de mise en réseau, etc. Des deux côtés, il n'y a pas de souci. Là où on contrebalance entre fonds de dotation et fondation, c'est que les fondations sont très lourdes à mettre en place, à se constituer. La gestion est très complexe. Il y a peu d'agilité. Les avantages fiscaux sont pour les deux présents. Néanmoins, il y a une liberté qui est très limitée sur les fondations en termes de rédaction de statut, alors qu'on est complètement libre. On est comme un statut associatif sur le fonds de dotation. Les dotations initiales doivent être aussi régies. Il faut acquérir une certaine somme, alors que là, on demande à minima d'avoir un apport de 15 000 € justement pour ne pas avoir des fonds de dotation qui soient des coquilles vides. La durée de mise en place et la durée de vie peuvent être aussi assez restreintes, alors que le fonds de dotation peut être à durée illimitée, avec des versements illimités. Il y a des obligations juridiques à respecter dans le cadre des fondations, ce qui n'est pas le cas du fonds de dotation. C'est-à-dire que le fonds de dotation marche exactement comme une association. On a des assemblées générales. Si on dépasse les 100 000 € de dons par an, bah oui, il faudra faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, mais ça reste comme une association. Et la gestion d'une association, on n'est pas sur des règles juridiques très lourdes à respecter, au contraire des fondations. Il faut avoir une capacité d'apport financier de dons qui doit se faire, des moyens humains dédiés vraiment à cette gestion et à cette animation. Attention, de ce côté-là, les démarches peuvent être très très longues parce qu'on va demander un apport assez conséquent dès le départ, ce qui n'est pas le cas du fonds de dotation. Et en termes de réception des fonds publics, c'est là où ça contrebalance. Si vous êtes une fondation et que vous créez votre propre fondation, vous pouvez bénéficier de subventions publiques pour vous aider à déployer votre fondation, ce qui n'est pas le cas des fonds de dotation. C'est-à-dire que le fonds de dotation ne peut pas percevoir de fonds publics, sauf cas particuliers qui sont énoncés. Et il me semble bien qu'en termes de collectivité, vous pouvez recevoir, si vous créez votre fonds de dotation, vous pouvez également recevoir des fonds publics pour ce fonds de dotation. Mais il faut respecter un certain cadre juridique de ce côté-là. Quoi qu'il en est, si vous êtes une collectivité et que vous voulez vous lancer dans le mécénat et un organisme de mécénat, que vous voulez créer votre fondation ou votre fonds de dotation, on privilégie en général, et c'est ce qu'on conseille, de créer votre fonds de dotation qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus simple à gérer et qui demande beaucoup moins d'efforts et de moyens humains et financiers dès le départ que si vous créez votre fondation. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que l'on préconise quand on veut faire appel à ces organismes-là. Et pour vous illustrer tout ça, je voulais vous partager notamment un projet de patrimoine architectural et culturel sur la commune de Bournalzel. Donc, c'est en Aveyron, où là, on a le projet d'une petite commune
de moins de 600 habitants qui souhaitait justement mettre en valeur son patrimoine architectural, son patrimoine culturel aussi, en rénovant et en réhabilitant son centre-bourg. Donc, le projet, c'était vraiment de réhabiliter le patrimoine, des ressources bien sûr existantes, des fonds publics. Et là, ils ont fait appel à un organisme de mécénat via un fonds de dotation. Donc, le projet total de cette commune est de 1 227 000 euros pour pouvoir réhabiliter et aller droit au but par rapport à ce projet-là. Et le budget demandé au fonds de dotation était de 150 000 euros. Donc, on est sur des sommes quand même assez conséquentes pour un petit village avec des investissements assez importants. Et la commune est arrivée à mener sa recherche de fonds et le budget acquis en 2020 a été de 100 000 euros et en 2021 à 250 000 euros. Donc, la commune a pu conduire de suite les projets et sa réhabilitation. Il a bien acquis le budget demandé par le fonds de dotation qui a fait effet levier, notamment sur les fonds publics, grâce à ce fonds de dotation. Et les financements des 150 000 euros a été financé par des citoyens qui avaient une attache à ce village-là. Pas forcément des habitants de la commune, mais aussi des habitants qui étaient assez éloignés, qui ont contribué à valoriser ce projet-là, et puis à des entreprises locales qui ont souhaité investir dans le patrimoine de cette commune-là et qui a souhaité favoriser cet ancrage territorial et soutenir ce projet-là. Donc voilà par exemple un projet d'une commune qui a fait appel au fonds de dotation pour financer une partie de son projet. Et donc, on voit qu'il y a un réel partenariat public-privé qui est mis en place. Et quel intérêt pour une collectivité et pour les collectivités de se lancer sur cette dynamique partenariale public-privé? Il y est de deux natures. C'est de trouver un équilibre en typologie de dépenses, c'est-à-dire que les différents types de financement permettent de financer en partie des projets, que ce soit des banques, des investisseurs privés, qui ne sont pas toujours en mesure de financer ou d'accepter ce prêt-là. Et donc, les financements privés permettent notamment de financer des études de faisabilité, du recrutement, de l'investissement matériel ou immatériel, d'avoir des besoins en fonds de roulement, etc. Donc, l'alliance permet vraiment d'équilibrer et d'être complémentaire entre les deux. Le deuxième intérêt, c'est d'avoir une stratégie plus globale. C'est-à-dire que quand on fait appel à la fois à des financeurs publics et à la fois à des financeurs privés, ça veut dire qu'on s'inscrit vraiment dans une stratégie globale. C'est-à-dire que selon le projet, il y a plusieurs typologies de financement qui existent et on peut aller de 1 000 euros à des millions d'euros. Il y a des solutions financières qui doivent s'adapter et à chaque projet, son dispositif. Et là, c'est toute une stratégie de demande de financement qui est à regarder pour pouvoir financer et mettre en œuvre concrètement les actions qu'on a envisagées sur son territoire. Et enfin, la dernière, c'est on est sur les mêmes types de demandes au final qu'on demande à un financeur public ou à un financeur privé. Il faut les mêmes efforts pour demander ce type de financement, c'est-à-dire qu'il faudra, quoi qu'il arrive, une présentation de votre projet, de vos activités, de votre plan de développement, du plan du projet, de ses retombées et de ses impacts sur le territoire et bien sûr de tout l'intérêt qu'il peut y avoir et des bénéfices qu'il peut y avoir. Donc, on est exactement sur les mêmes demandes, quel que soit le type de financeur auquel on souhaite faire une demande de subvention privée ou publique. Les intérêts pour une collectivité, ils sont au nombre de 3. Ça permet d'ouvrir sur de nouvelles perspectives de ressources financières, c'est-à-dire qu'on arrive à diversifier les ressources financières. On ne fait pas appel forcément qu'à des taxes, qu'à des subventions publiques, mais on arrive à diversifier ces financements. Et puis, c'est des possibilités d'accompagnement en ingénierie qui peuvent se monter, comme là, avec Maceo, dans le cadre de Petite Ville de 2.1 ou dans les cadres du plan de relance. C'est un deuxième intérêt qui est fort, c'est vraiment le renforcement des liens entre le secteur public et le secteur privé sur votre territoire. D'une part, on a une réelle implication citoyenne pour le projet de la collectivité, mais on peut avoir aussi une réelle implication des entreprises locales dans les projets de territoire et dans un cadre qui se veut éthique, défini et réglementé. Et là, c'est indéniable sur la conduite de ce projet-là.
Et enfin, troisième intérêt, c'est qu'on a agi en toute transparence et en toute intégrité. Et ça, ce n'est pas négligeable dans la conduite de projet. C'est-à-dire qu'on a des ressources qui sont adaptées au projet et qui sont visibles. C'est-à-dire que toutes personnes qui vont s'impliquer dans le projet vont forcément avoir une visibilité sur la maquette financière et comment le projet va se structurer. Et aussi sur qu'est-ce que devient ces fonds. C'est-à-dire que quand une entreprise ou un citoyen va donner, il sait très bien pourquoi le projet, enfin pourquoi le don qu'il a fait, la somme qu'il a allouée au projet va être servie. On a une totale visibilité sur ce qui va devenir de cette somme-là, de ce don-là. Et puis, c'est une visibilité sur les actions aussi que vous menez au sein de la collectivité. C'est-à-dire que beaucoup de collectivités, par rapport à ses habitants, vont dire que bah oui, les habitants ne vont pas avoir une totale transparence des actions et des fonds qui ont été utilisés, dépensés par la collectivité. Là, ça permet d'avoir une réelle visibilité des actions que vous menez et donc de vous rapprocher un peu plus de vos habitants, de vos associations, de vos entreprises pour montrer que oui, vous faites des choses et que les sommes demandées vont servir à telle ou telle chose ou telle action sur votre collectivité. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable pour conduire un projet et favoriser ces schémas de coopération publique-privée. Ces choses-là, on peut les aborder aussi sur un autre webinaire si ça vous intéresse, pour comment mettre en place une demande de financement, comment aller vers la recherche de financement ou la recherche de partenaires financiers. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que voilà, public et privé sont complémentaires. Il faut travailler ensemble. Vous pouvez avoir cette petite image qui relate bien en fait de ce qu'on peut faire. C'est oui, on peut être très différents et malgré nos différences, nos enjeux qui sont différents, on peut aller vers un même objectif et que finalement, bah, c'est dans la différence qu'on peut trouver aussi de la complémentarité et cette complémentarité est une réelle richesse après pour les territoires. Donc, il faut vraiment jouer dessus sur toute responsabilité et sur toute complémentarité de ces financements que vous pouvez avoir pour justement conduire l'ensemble de vos projets sur votre territoire. J'arrive à la fin du webinaire. On va avoir un petit temps où je vais prendre 2-3 questions qui ont été peut-être mises sur le chat. Là, je demanderai à Valérie de me dire s'il y a eu des questions ou des remarques. Avant de clôturer, je voulais juste vous dire un petit mot sur la suite, c'est-à-dire qu'il y aura une série de webinaires qui sera dédiée sur l'année 2022 au financement privé, avec soit les interventions de financeurs, soit des interventions de témoins, soit des interventions d'experts sur des typologies de financement que vous souhaitez plus aborder plus spécifiquement. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un webinaire spécifiquement sur les fonds de dotation ou sur le financement participatif ou sur d'autres notions, sur des méthodologies de structuration de maquettes financières, etc. Donc voilà, il y a des webinaires qui vont être programmés. Ça va dépendre de vos besoins, de vos attentes. Et puis, nous pouvons aussi, nous, Mathéo, vous accompagner dans le cadre de Petites Villes de demain ou pas, pour aller plus loin sur la mobilisation de financement pour vos projets, pour vraiment vous aiguiller dans toute cette stratégie de demande de financement privé. Et puis, n'hésitez pas à aller sur notre site internet puisque vous avez des fiches initiatives qui sont publiées, notamment de retours d'expérience de porteurs de projets qui ont mis en place une stratégie de demande de financement privé pour financer leurs projets. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Il y aura d'autres fiches initiatives aussi qui vont être publiées sur l'année 2022. Donc, ayez la curiosité d'aller vous inspirer auprès d'autres porteurs pour vos projets. Donc, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre écoute, pour ce moment de partage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aller plus loin ou si vous avez des questions par rapport à votre projet en particulier. Et je vais demander à Valérie, puisque je n'ai pas la vue sur le chat, de me dire s'il y a eu ou non quelques remarques ou quelques questions que je peux prendre, 2 ou 3 questions avant de clôturer définitivement ce webinaire. Oui, alors il y a eu pas mal de questions, je les ai notées, mais on pourra peut-être, je suppose, répondre ultérieurement avec les adresses email. Alors, je vais partir de la fin parce que voilà, c'est plus pratique. Donc, il y avait une question notamment sur les pourcentages d'autofinancement qui restent après intervention d'un financement d'une fondation ou d'un fonds de dotation. Donc, est-ce que, par exemple, il y a une règle de 20% d'autofinancement qui s'applique systématiquement ou est-ce que c'est variable
cette part d'autofinancement restante? Est-ce que c'est variable selon les fondations? Non, du tout. En fait, il n'y a pas de règle de ce côté-là. Oui, il y a une règle en termes de subventions publiques. On ne peut pas dépasser les 70%, voire maximum 80% de fonds publics pour financer son projet. Mais tout fonds qui est perçu par la collectivité ou un porteur de projet qui est issu du financement participatif, des fondations, d'un mécène, etc., est considéré comme un fonds propre et comme un apport de fonds propres. Donc, du coup, il rentre dans les règles de, par exemple, voilà, vous avez 70% de fonds publics, les 30% restants sont considérés comme de l'apport de fonds propres, donc comme si c'était vos propres fonds. Je ne sais pas si j'aurais bien répondu à la question. J'ai coupé tous les micros, donc En tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous après, bon, il y avait demander par la suite. ouais. Je ne sais pas si tu as le temps de prendre d'autres questions. Il y avait une question sur est-ce que les fondations d'entreprise lancent des appels à projets pour octroyer des fonds à des projets? Donc, enfin, moi, j'ai répondu que ça, Oui. c'était parfois le cas, mais pas systématique. Est-ce que C'est ça. peut-être de compléter? Oui, c'est ça. Il y a les fondations d'entreprise lancent souvent même des appels à projets. Et ces appels à projets sont beaucoup en début d'année. Ils sont lancés beaucoup sur la période de janvier avec une réponse sur le premier trimestre de l'année. Et ce n'est pas forcément systématique. Ça dépend vraiment des fondations d'entreprise. Sur les grands groupes, ça fonctionne beaucoup par appel à projet. Sur des entreprises qui sont plutôt mécènes, qui ont une petite fondation, là, on va plutôt fonctionner en termes de bourse ou de prix à des moments très particuliers de l'année. Voilà. Et puis, peut-être une dernière question. Dans le cas du skatepark, le MOA pardon, était public. Et la question est comment se passe contractuellement la récupération des fonds? Le Trésor public lance la campagne. Donc voilà, c'était une question plus technique. Alors, je ne sais pas si… Oui, alors là, le maître d'ouvrage, oui, est un acteur public et un acteur public peut très bien recevoir des fonds au même type qu'un acteur privé, du type association ou particulier. Il n'y a pas forcément d'obligation très stricte à ce sujet-là. Toute collectivité peut faire appel au financement participatif et recevoir directement la somme comme une association. C'est-à-dire que la collectivité va inscrire son projet sur la plateforme de financement participatif, donc une plateforme numérique du type, je ne sais pas, Ulule, notamment on a une plateforme dédiée aux collectivités qui est Willy's. Donc, on va inscrire vraiment ce projet sur cette plateforme de financement participatif. La plateforme va prendre une commission sur tous les dons perçus et qui peut être de 6%, 7%, etc. La plateforme va reverser directement sur le compte de la commune la somme totale des dons perçus pour le projet. Et ça va apparaître directement sur le compte. Il n'y a pas forcément de règles à ce sujet-là. Oui. Excuse-moi, une toute dernière question. Je pense que la réponse sera très rapide. Les sponsors, dans quelle catégorie? Alors, les sponsors, on n'est pas du tout dans les catégories. Enfin, c'est un financement privé, mais ce n'est pas du mécénat. C'est-à-dire que le mécénat, par exemple, si vous avez une entreprise qui va être mécène pour une action, par exemple pour une équipe de sport, une équipe, je ne sais pas, locale de handball, le mécène n'a pas le droit de figurer et d'avoir une contrepartie. C'est la règle d'or et c'est la règle fiscale qui est allouée. Un mécène doit être complètement désintéressé et ne doit pas avoir de contrepartie du style pub, communication de l'entreprise, etc. Elle ne doit pas être valorisée. Et ça a été d'autant plus regardé depuis que Notre-Dame de Paris a été incendiée. Où on a eu une flopée de dons qui a contribué à la réhabilitation, à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et là, la direction fiscale, enfin la réglementation fiscale et toute la procédure ont été vigilants à ce qu'il n'y ait pas trop de pubs de fait sur les entreprises qui ont donné pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Le sponsor et le sponsoring, c'est tout à fait l'inverse. C'est une entreprise qui va soutenir un projet, une action, comme le club de handball, mais qui va avoir de la pub en contrepartie. C'est-à-dire qu'on va avoir des logos affichés tout autour du terrain, on va annoncer via le speaker l'entreprise qui a soutenu. Enfin, il y a
voilà, c'est du sponsoring. Donc, du coup, à proprement parler, il y a une réelle contrepartie et on n'est pas dans un don complètement désintéressé de la part du sponsor. Sur ça, on pourra rentrer dans le détail si c'est des choses qui vous intéressent aussi sur ces notions de sponsoring. Je peux prendre encore une dernière question, Valérie, puis après, je pourrai mettre. Ah, sinon, on coupe et j'invite tout le monde. Je vais bien en trouver une qui n'est pas trop longue. Ben, oui, il y avait une question sur, notamment quand tu as parlé de l'exemple de Bournazel, Oui. le temps de travail qui a été nécessaire pour mobiliser les citoyens et donc récupérer les fonds. Parce que effectivement, certes, il y a eu des fonds qui ont pu être récupérés, mais ça a nécessité d'y passer du temps. Donc, voilà, comment on trouve l'équilibre? Je pense que c'est ça la question. Oui, c'est du temps, hein. Il faut bien 1 an, le temps de faire connaître le projet, de le diffuser, d'avoir des actions, oui, de communication. On est aussi dans une campagne de communication par rapport à ça, en partenariat avec le fonds de dotation. La particularité de Bournazel, c'est qu'ils ont eu un donateur, notamment un particulier, assez aisé, qui a fourni dès le départ une grosse somme d'argent, ce qui a permis aussi de faire effet levier. Mais sinon, dans tout autre cas, hein, en dehors du projet de Bournazel, c'est comme une campagne de financement participatif, quoi. Il faut du temps, des moyens dédiés pour communiquer sur le projet, intéresser les citoyens, les habitants et avoir un bon argumentaire et une bonne storytelling à raconter pour éveiller l'empathie et aller vers du don pour les projets. Voilà. Eh ben, écoutez, je pense qu'il y avait beaucoup d'autres questions. Comme le disait Valérie aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse mail sur l'écran. Voilà, si vous avez besoins particuliers par rapport à vos projets ou si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez approfondir aussi d'autres sujets, n'hésitez pas à nous le dire parce que ça contribue aussi à programmer et à concevoir les prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer un questionnaire de satisfaction et puis d'attente pour 2022. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Encore merci pour votre écoute. Et je vous souhaite également de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.